Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sophie Zurquiyah, la PDG de Viridian. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur Boursorama, groupe parapétrolier coté sur le SBF 120 à la Bourse de Paris et l'une des meilleures performances boursières de l'année. Plus de 130% de hausse depuis le 1er janvier. Viridian, c'est l'ex-CGG, c'est un spécialiste français des géosciences. Et donc, grâce à vos technologies, vous allez nous l'expliquer, vous visionnez le sous-sol, les sous-sols en 3D, à la recherche notamment, mais pas seulement, de pétrole et de gaz, mais pas seulement. C'est ça votre activité. Pardon, je sais que vous êtes venu il y a 6 mois, je vous ai posé la même question, mais pour ceux qui ne vous ont pas suivi, c'est important de rappeler un peu ce que vous faites. Merci beaucoup, merci de me reposer la question. Donc Viridian, on est une société de haute technologie, on est focalisé sur des produits et des services à haute valeur ajoutée, spécialisés en géosciences, en particulier en géophysique, et ça nous permet effectivement de générer des images de haute qualité, du sous-sol très profond. Du sous-sol, en mer, sur terre. En mer, sur terre. En particulier, là, vraiment, notre domaine de prédilection, c'est en mer, en eau très profonde, ce qui permet à nos clients d'explorer et de produire de manière plus optimale leur champ. C'est quoi de l'eau très profonde? On parle de, par exemple, dans le golfe du Mexique, à plus de 2000 mètres de profondeur d'eau. 2000 à 3000 mètres de profondeur d'eau. Donc là, vous avez déjà 2000 ou 3000 mètres de profondeur. Comment vous faites concrètement? Concrètement, on envoie des ondes, donc on envoie beaucoup d'ondes et on a des récepteurs qui sont tirés souvent par des bateaux ou avec des capteurs qui sont posés en fond de mer. Donc beaucoup de données. Ce sont vos bateaux? Non, justement, c'est la partie, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on était Asset Light. Oui, je sais. Et donc, on est très heureux d'être en fait Asset Light, ce qui est très visible dans nos résultats depuis le début de cette année, puisqu'on est sorti de nos engagements de bateaux. Donc, ça n'est plus notre acquisition. Par contre, on est capable d'être donneur d'ordre sur ce type d'acquisition sismique. Et donc, vous détenez, j'ai vu ce chiffre, 50% du marché mondial de l'imagerie du sous-sol. Tout à fait. Et tout ce qui est système de capteurs, la moitié du marché mondial, vous êtes... Enfin, c'est incroyable d'avoir une part de marché comme ça. Alors, oui, tout à fait. On est leader dans ce domaine de l'imagerie du sous-sol. C'est un de nos 3 métiers, donc qui représente à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires, qui a été en forte croissance ces 2 dernières années. On a cru de 20% 2 années consécutives. Oil and gas, pétrole et gaz. 90% de l'activité oil and gas. On peut utiliser ça pour la séquestration de carbone et pour l'imagerie associée aux minéraux, identification des minéraux, mais majorité... Minéraux, c'est les minéraux critiques, c'est toutes les mines dont on parle. Ça peut être du cuivre, ça peut être... du lithium. Toutes sortes c'est beaucoup le cuivre. Et là, donc c'est un tiers de votre activité, et là, vos clients, ce sont... Tous les pétroliers. On travaille absolument avec tous les pétroliers, les compagnies du monde. Pour avoir 50% de marché, on est quand même un peu obligé de travailler avec tout le monde. Mais notamment les Américains. Notamment les Américains. Donc on est très fort dans le golfe du Mexique, on est très fort au Brésil, donc on travaille beaucoup avec Petrobras, on est très fort aussi en Norvège, on travaille en Malaisie, on travaille aussi en terre au Moyen-Orient, beaucoup en Arabie Saoudite, Abu Dhabi. Ça, c'est un tiers de votre activité. Ça, c'est un tiers de notre activité. Les 2 autres tiers sont... L'autre tiers, on a un tiers, donc on a 3 pieds. Le deuxième tiers, ce sont les librairies de données. Donc c'est là où on commandite, on est donneur d'ordre sur de l'acquisition sismique dans ces mêmes bassins. Ça veut dire quoi concrètement? On va acquérir des données sismiques et donc créer un produit qui est une image du sous-sol que l'on va vendre. On appelle ça multi-client, donc c'est Earth Data dans nos résultats. Mais c'est une librairie de données géophysiques que l'on va vendre à de multiples clients. Par exemple? Par exemple, on sait qu'il y a on va reprendre l'exemple du golfe du Mexique, où on sait qu'il y a régulièrement des mises aux enchères sur des blocs dans le golfe du Mexique. Les clients... D'exploitation. D'exploration. Et s'il y a de développement et d'exploitation. Mais les clients en amont de phase, pour se positionner, pour décider comment ils sont compétitifs les uns avec les autres, ils vont acheter nos données. Et donc, de multiples clients vont acheter nos données pour se positionner sur ces options. Mais ce n'est pas les mêmes de la première activité? C'est les mêmes, mais ça, on parle de zones qui ne sont pas encore exploitées. Ah oui, donc en amont. Voilà, on aide une fois qu'ils ont ces blocs, ils ont peut-être déjà eu des données, ils vont peut-être réacquérir de nouvelles données. Donc, on intervient dans toutes ces phases. Et 3e tiers? Et le 3e tiers, ce sont Parce que vous avez 3 pieds. Oui, tout à fait. On marche correctement avec 3 pieds? Exactement. Et c'est bien d'avoir 3 pieds parce que ça donne plus de stabilité. Oui. Et donc, le 3e pied, c'est ce qu'on appelle Sensing and Monitoring. C'est la partie, tout ce qui est capteur et tout ce qui est équipement et système d'équipement, système et solutions
pour acquérir ces fameuses données. Donc le morceau qu'on n'a plus, dont on est sorti, qui était la partie acquisition. Ouais. Donc qui pèse toujours un tiers. Non, pardon, que je comprenne bien. Qui n'existe plus. Donc on a un tiers Et les capteurs, concrètement, les capteurs, c'est quoi? C'est des capteurs géophysiques. Donc par exemple, ça peut être les fameux capteurs qu'on met au fond de la mer. Que vous fabriquez? Non, vous les fabriquez. On les fabrique. Ah, d'accord. On les conçoit. Ah, vous les concevez, vous les fabriquez pas. On les conçoit, si, on les fabrique. Ok. On les conçoit, on les fabrique, on les vend, on les maintient. Et par exemple, aujourd'hui, on a... Et vous les vendez à qui? On les vend alors aux sociétés d'acquisition, aux sociétés qui vont être mandatées par le client final, c'est-à-dire la société d'exploration et production, pour faire l'acquisition sismique. Par exemple, aujourd'hui, on est au Mexique, on a 80 000 capteurs qu'on a fournis, qui sont en train d'être utilisés pour faire Ils sont sous l'eau? Alors là, eux, ils sont à terre. Ah, ils sont à terre, ok, d'accord, ouais. C'est des capteurs terrestres qui sont en train d'être utilisés au Mexique pour faire une énorme acquisition terrestre. 80 000, c'est beaucoup. Ouais, et pour voir s'il y a quoi sous terre? Exploration, pour essayer de voir, d'identifier la prospectivité du sous-sol. Bon, depuis que vous êtes aux commandes, depuis 2018, c'est ça? De Viridien, qu'est-ce qui a changé, je me disais? Vous avez réorienté, j'ai le sentiment, quand même vers de nouveaux métiers, en plus forte croissance. Vous êtes sorti, effectivement, de l'activité bateau, etc. Qu'est-ce qui a changé, là, en 7 ans? Alors, ce qui a changé, c'est effectivement le repositionnement de la société en asset light. Ouais. Donc, on est sorti des métiers qui étaient fortement capitalistiques. Le repositionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée et de haute technologie. Ouais. Donc, ces 3 métiers dont je viens de parler. Et le fait de se focaliser, donc, suite à ça, sur la génération de cash. Parce qu'on est quand même sorti de restructuration financière avec un niveau de dette élevé. Oui, c'est l'ex-CGG, effectivement, qui a connu des moments plutôt remontés en bourse, qui a été toujours très endetté. CGG, vous l'êtes moins aujourd'hui. Il y a un gros effort qui est fait de ce point de vue-là. Il y a un énorme effort, et donc c'est ce que le marché a reconnu récemment, c'est cette capacité à générer du cash et à rembourser notre dette. Donc on est passé d'un levier qui était au-dessus de 2 et quelques en fin d'année 2024 à 1,7 net dette sur EBITDA en Q3. Voilà. Et ça a plu d'ailleurs le jour de la publication des résultats fin septembre. J'ai rarement vu ça, le cours de l'action a pris 40%, même vous, c'est assez rare de voir ça. Un cours d'action qui gagne 40%. Qu'est-ce qui a plu ce jour-là? C'est le chiffre d'affaires plus 27% séquentiel, c'est les plus 70% d'EBITDA, c'est colossal. Ou c'est ça aussi la question sur l'endettement? Parce que qu'est-ce qui a plu le plus selon vous aux investisseurs? Je pense que c'est vraiment la génération de cash. C'est ce qu'on avait dit qu'on s'était engagé au début d'année à générer 100 millions de cash. On était alors en Q2 à 10 millions et on a montré en Q3 qu'on était arrivé à 62. Et donc il y a eu vraiment une validation de notre stratégie en asset light, puisque c'est la première année dans laquelle on n'a plus d'engagement sur cette sortie de l'acquisition. Donc on est, j'allais dire, sur une année, voilà, on est sur le nouveau profil de la société, donc ça s'est validé, et la génération de cash qui a été l'élément. Donc 2025, c'est le new normal, c'est la nouvelle normalité, voilà, pour Viridien. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2024, j'ai 1,1 milliard de chiffre d'affaires, 455 millions d'EBITDA, ça c'est 2024. Ouais. 2025, ça sera évidemment meilleur, bien meilleur. Et à quand le retour aux bénéfices et quelle est cette nouvelle normalité? 3 questions en une. Alors, on ne va pas faire une énorme croissance en 2025. On a une croissance, on va avoir une croissance modérée, mais ce qui est quand même très bien. Modérée à un chiffre? On n'a pas encore fini l'année. Donc aujourd'hui, en Q3, on était à 14% de croissance. Ouais. Donc on attend de voir où on va atterrir sur la fin d'année. Mais je pense que ça va être une croissance qui, dans notre secteur, est quand même bien. Dans le secteur parapétrolier, on est un des rares qui est en croissance. Donc on va faire mieux que l'année dernière. Et surtout, c'est la génération de cash à 100 millions qui fait la différence. Et le fait qu'on a commencé à rembourser, on rembourse notre dette. On a déjà remboursé 50 millions au mois d'octobre et on va rembourser encore 50 millions en fin d'année ou en début d'année prochaine. Le retour bénéfice, c'est pour quand alors? Et on est bénéficiaire. Net dette, on était positif l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'on est positif. Et donc ça y est, maintenant, ça y est, c'est... Oui, a priori, on est bénéficiaire. Vous étiez par le passé corrélé au cours du pétrole. Vous l'êtes moins aujourd'hui? Pétrole et gaz? On reste encore corrélé. Je pense que c'est voué à être de moins en moins, parce qu'entre le prix du baril et nous, il y a les clients qui, eux, du fait, voient le prix du baril en direct du fait de leur exposition. Mais nous, ce qu'il y a entre les deux, c'est leurs dépenses. Donc nous, on est le CAPEX d'exploration et production de nos clients. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils prennent une vision à plus long terme et on se rend compte qu'ils varient beaucoup moins
ses dépenses en fonction du prix du baril. C'est vrai que par le passé, il y a eu des yo-yo, il y a des périodes de fort investissement, et puis après, dès que le cours baissait, ils coupaient, les pétroliers coupaient effectivement dans leurs investissements. Il y a moins de stop and go. Il y avait beaucoup de variations et beaucoup de volatilité, c'est-à-dire qu'ils réagissaient beaucoup plus vite aux variations du cours du baril, et on voit aujourd'hui qu'ils sont moins dans cette logique-là. C'est mieux pour vous. C'est beaucoup mieux pour nous. Et ils se sont mis à un break-even, ce qu'ils appellent un break-even suivant les clients entre 35 et 50. Et tant que le prix du baril oscille... C'est le point mort, le break-even, chercher le mot Pardon, français. voilà, je cherchais le mot. Moi aussi, je cherchais. Et donc, tant que ça reste, on reste au-dessus de ça... Le point mort, aujourd'hui, il a beaucoup baissé. Il a beaucoup baissé. Je crois que c'est chez Total, quand il est arrivé, Patrick Pouyanné, je le fais de mémoire, je crois que le break-even total était à 80 $, le baril, et on est passé, je ne sais pas, à 20 ou 30, un truc comme ça. Vous le savez mieux que moi. 30 et quelques, alors ça dépend de s'ils incluent les frais d'exploration ou pas. Non, il y a différentes matières de le calculer, mais ça a baissé considérablement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos clients sont capables de maintenir leurs investissements stables, même si, quelle que soit un peu la variation du prix du baril. Ce qui fait que notre variabilité au cours du baril devrait être moindre. Alors, je vous ai vu, je vous ai entendu sur un autre média parler de Viridian en disant que c'était une pépite. Et je me dis, c'est marrant parce que l'entreprise, elle est centenaire. Enfin, pas encore. Quasi. Centenaire en 2031. Exactement. Mais c'est marrant de parler d'une pépite en parlant d'une boîte qui a 100 ans. Non, en pépite, on pense à jeune boîte, c'est pour ça que je... D'accord. Alors, en quoi c'est une pépite alors? C'est une pépite parce que c'est une société de haute technologie. On a une puissance de calcul parmi les 10 plus importantes industrielles du monde, hors les géants du cloud. Ouais. Donc on est une société extrêmement avancée. On a quasi 1000 PhD et masters, donc on a une force de frappe extrêmement éduquée, avancée. On est des pionniers dans l'algorithmie, l'utilisation de la technologie. On inclut de plus en plus l'intelligence artificielle dans notre algorithmie. Donc on est quand même une société qui est très avancée. Alors pourquoi on est encore une pépite? On l'était sûrement au démarrage, puisque nos premiers ordinateurs, on les a eus en 1954. Ah ouais. Donc on a toujours été digital. On parle de digitalisation, on va devenir digital. Nous, on a une société, on a toujours été digital. On a eu nos premiers ordinateurs avant tout le monde. Et on est capable de pousser l'enveloppe de ce que peuvent faire ces systèmes de calcul plus que beaucoup de compagnies dans le monde. Et justement, tiens, l'utilisant, Sophie Zurquiyah, de l'IA, en quoi ça booste, ça améliore vos performances? Alors que cette question pour savoir si l'IA est rentable ou pas avec ces milliards qui sont investis. Alors je peux vous dire que pour nous, elle est très utile, l'IA. Elle est beaucoup, en premier lieu, utilisée pour notre efficacité. Donc à la fois efficacité, tout le monde l'utilise de plus en plus pour les fonctions support ou tout un tas de trucs internes, on va dire. On l'utilise dans nos cœurs de métier, sur toute notre algorithmie, pour certains processus qui sont sur lesquels l'IA est intéressante, parce que l'IA, c'est un outil parmi tant d'autres. Si on veut faire du contrôle qualité des données, de nos volumes de données qui sont extrêmement importants, l'IA est très, très puissante. On l'utilise aussi pour développer de nouvelles offres sur le marché. Par exemple, une offre dans nos nouveaux marchés qui représentent 10% de notre chiffre d'affaires, sur tout ce qui est digitalisation et nettoyage et ingestion de données du sous-sol qui permettent de les rendre prêtes à l'intelligence artificielle. Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir des données qui sont en bon état. Donc ça aide surtout à optimiser les coûts plus que générer du chiffre d'affaires aujourd'hui? C'est, je dirais, les deux, 50-50. Les deux? Ah ouais, d'accord. Oui. Ok. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'entends beaucoup d'ingénieurs, de PhD, etc. C'est un milieu d'hommes dans lequel vous naviguez. Et vous êtes une des rares femmes patronnes du SBF 120. Il y en a 4, ou CAC 40, il y en a 2 ou 3 aussi. Vous êtes une femme dans un milieu d'hommes ou je me trompe en disant ça? Oui, non. On a 30% de femmes chez Viridian, ce qui est quand même un bon pourcentage pour une société de haute technologie. C'était déjà... On a augmenté le chiffre, en particulier on l'a augmenté dans les instances dirigeantes. On est à 25% à peu près des femmes dans les top 100 de la société. C'est pas encore la parité. C'est pas encore la parité. Il faudrait aussi que je demande à ce que les universités ou les écoles d'ingénieurs puissent former aussi plus de femmes. On a un petit souci quand même au point d'entrée pour arriver à trouver ces profils. Et comment on fait pour avoir plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs? Il faut leur dire que toute petite, c'est bien les maths et que... Oui, il faut les encourager, il faut leur donner l'exemple, faire montrer que les carrières sont intéressantes. On a bien vu si on regarde la médecine, quand à l'âge de nos grands-parents, les médecins étaient des hommes et maintenant, je pense qu'il y a plus de femmes médecins que d'hommes.
Donc il y a des exemples qui ont bien marché, donc il faudrait qu'on arrive à faire la même chose sur les métiers d'ingénieur. Un mot du cours de bourse, encore une fois, 130% de hausse depuis le début de l'année, bravo. Mais on se dit, mais vous en avez encore sous le pied ou il y a du potentiel encore? Et là, je m'adresse, enfin, c'est des questions que j'imagine que celles et ceux qui nous regardent doivent se poser. Pourquoi acheter aujourd'hui une action qui a déjà pris 130%? Pourquoi acheter du Viridien quand on est épargnant et qu'on n'en a pas en portefeuille? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le cours de bourse reflète nos stratégies asset light, nos stratégies de génération de cash. Si on regarde ce que nos analystes qui nous suivent disent, ils disent qu'il y a encore du potentiel d'appréciation. Et je voudrais inciter d'ailleurs beaucoup des auditeurs de redécouvrir la société. Je pense que c'est un bon moment. Et d'ailleurs, je fais une petite publicité. On sera à l'Investir Day au Carrousel du Louvre le 25 novembre. Ok, très bien. Venez nous voir. Bon, en tout cas, merci de passer nous voir. Sophie Zurkia, donc la PDG de Viridien, cotée sur le SBF 120 à la Bourse de Paris, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama, en replay également sur YouTube. Merci. Merci beaucoup.